Voilà, donc j'ai le plaisir ce soir de commencer le cycle Art Sciences avec la conférence donc de ce soir qui est en direct. Nadie et Florence sont au musée en fait et vous font la conférence en direct pour partager ce moment. Donc je vais vous présenter les deux conférenciers. Donc ce soir vous avez Nadie Homey-Eck, qui est maître de conférence je me suis peut-être un peu, au laboratoire interdisciplinaire de biologie et de la motricité à l'université Lyon 1. Voilà, alors il est spécialiste en fait de l'anatomie fonctionnelle de la motricité, c'est-à-dire que il travaille sur l'imagerie mentale de son corps avec l'idée d'essayer de trouver des nouveaux concepts et de visualisation dans l'espace de sa motricité. Il travaille beaucoup avec les étudiants, en particulier il a été reconnu en fait pour créer des nouveaux dispositifs pédagogiques pour justement imager ça et faire acquérir ces notions d'anatomie aux étudiants. Et donc, il a beaucoup l'utilisation du numérique dans des formations. Et ça touche à la fois le médical, forcément, et aussi tout ce qui est paramédical et sport, en fait, tout ce qui est plus large, quoi. Voilà. Il vous rajoutera peut-être des choses s'il veut compléter, voilà. Et puis, avec lui, on a Florence Manin, qui est médiatrice et conférencière au Musée des Beaux-Arts. Donc, on a travaillé avec elle un certain nombre d'années. Elle s'est impliquée dans les ateliers Fête de la Science avec l'université et tout ça. Et en particulier, elle a pour mission la coordination de la programmation des actions du bout des doigts. En tout cas, sur les personnes en déficience visuelle. Alors, c'est vrai que cette année, le bout des doigts. Voilà, mais voilà, du musée. Donc, on va les écouter tous les deux. Et alors, n'hésitez pas, il y a un chat qui est sur le côté. Donc, vous pouvez poser des questions pendant la conférence. Ils ne vont pas répondre directement parce que c'est difficile de gérer les deux. Par contre, on prendra en compte ces questions. Alors, vous n'allez pas les voir toujours apparaître, mais vous pouvez envoyer toutes les questions que vous souhaitez et on fera une réponse aux questions à la fin. Vous pourrez aussi poser les questions à la fin de la conférence. Voilà. Eh bien, on vous écoute. Merci beaucoup, Anne, pour cette introduction. Je n'ai rien à rajouter concernant mon nom de famille qui était un peu mal prononcé, mais c'est pas grave, c'est un peu difficile. Effectivement, je suis maître de conférence au laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité de l'université Lyon 1. Et Florence a un petit mot à dire avant de commencer la conférence. Merci. Voilà, merci Anne de cette présentation. Voilà, on est tous les deux ravis d'être aujourd'hui au musée et puis de renouer avec vous, public qui restait pour l'instant encore aux portes du musée. Mais là, voilà, on est reliés grâce à la technologie, grâce aux écrans. Et donc, on va pouvoir plonger maintenant dans ce vaste sujet qui est l'anatomie et cette histoire d'une convergence entre art et science. Parfait. On va commencer donc par partager l'écran avec vous et notre support de présentation. C'est parfait. C'est parfait. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'une leçon d'anatomie. C'est la leçon d'anatomie au fil du temps. L'histoire d'une convergence entre l'art et la science. Je vais vous parler un peu de science et Florence va vous parler d'art et tous les deux, nous allons essayer de vous parler un tout petit peu d'histoire de cette science qui est l'anatomie. Donc, merci pour l'Université ouverte pour son organisation de ces cycles de conférences et bien sûr, merci pour le Musée des Beaux-Arts de Lyon. Et en bas, vous voyez l'ensemble des logos, à savoir le logo de mon laboratoire, de mon université, mais également des différents organismes financeurs, l'Agence nationale de la recherche, les fonds uniques interministériels, mais également des logos de mes partenaires industriels, à savoir la société Anatoscope, Brûle, qui m'aident dans la conception et le développement des outils numériques que je vais vous présenter à la fin de cette présentation. Également un grand merci pour le service ICAP de l'Université Lyon 1.
Comme toute conférence, je vais commencer par une définition. C'est pas très original, mais il faut passer par là. L'anatomie humaine, qu'est-ce que c'est? C'est la science qui décrit la structure du corps humain, l'organisation des éléments qui le composent et leurs interactions réciproques dans l'espace. Dans cette définition, j'attire votre attention sur le verbe décrire. Nous avons donc un discours verbal. Nous allons utiliser un vocabulaire pour décrire l'anatomie. J'attire également votre attention sur le mot espace, parce que ces éléments qui composent le corps interagissent dans l'espace. Nous sommes donc dans un discours également graphique. Et je rajoute, à la fin de cette définition, dans l'espace et le temps, parce qu'on ne s'intéresse pas uniquement à l'anatomie cadavérique, on s'intéresse également à l'anatomie en mouvement. Qu'est-ce qui apprend l'anatomie? Les médecins, les chirurgiens, bien entendu, les kinés, les ostéopathes et d'autres métiers paramédicaux comme les ergothérapeutes. Il y a également les éducateurs sportifs, les entraîneurs, les professeurs d'éducation physique, les artistes, bien entendu, étudient l'anatomie, mais aussi les danseurs. Il s'agit donc de la même science, mais les objectifs pédagogiques et les interprétations sont différents. Donc la leçon d'anatomie, c'est une convergence de l'art, de l'histoire et de la science. Il faut savoir que durant des siècles, les frontispices et les tableaux étaient les deux principaux supports des leçons d'anatomie. Dès le XVIe siècle, des tableaux représentaient des anatomistes disséquant en organes du corps humain. C'est la création d'une nouvelle place des anatomistes dans la société. Ici, vous voyez par exemple le frontispice du bouquin d'anatomie de Vézal, qu'on va plutôt détailler tout à l'heure. Jusqu'au XVIIe, XVIIIe même siècle, la scène la plus représentée sur les frontispices des ouvrages médicaux reste la leçon d'anatomie. Cette leçon d'anatomie est donc au cœur de trois disciplines. L'anatomie qu'elle représente, l'histoire qu'elle côtoie et l'art qui la crée. L'anatomie durant la préhistoire. Florence, s'agit-il d'une leçon ou d'une représentation du corps? Quelles sont les premières représentations du corps? À l'époque de la préhistoire, avant la leçon d'anatomie, il y a des témoignages de représentations humaines. Nous sommes en présence, à travers toutes ces images, de traces. La représentation ne cherche pas, bien évidemment, à être scientifique. Il faut quand même, bien sûr, avoir à l'esprit que le corps humain est le sujet le plus traité de l'art occidental et un des plus anciens, qui arrive bien avant l'écriture, à l'époque des grandes manifestations du Paléolithique supérieur. On est en moins 43 000, et la période de l'Aurignacien, particulièrement, marque la première manifestation de l'art figuré. Une des plus célèbres grottes ornées du sud-ouest de la France, que vous voyez à gauche, Gargas, montre des traces de mains en négatif, traces de l'homme laissées par son corps lui-même, ce corps qui va alors servir de matière à la représentation. Les silhouettes humaines de ces sociétés paléolithiques se posent en fait comme des marqueurs identitaires pour ces sociétés et révèlent des dynamiques territoriales, construisant en fait une géographie sociale. Les peintures du Tassili, célèbres, que vous voyez sur la droite de l'écran, du sud-ouest de l'Algérie, constituent un des ensembles les plus importants de l'art rupestre préhistorique. Le corps silhouette ou schématisé, style connu sous le nom de tête ronde, ou dans cette abondance de figures humaines, dont les têtes normalement unies au corps, sans l'intermédiaire du cou, sont généralement représentées par un cercle dépourvu de traits constituant le visage. Le corps se révèle là bien comme un signe, s'inscrivant dans l'espace par rapport à un contexte comme celui de la chasse et les relations que l'homme entretient alors avec un environnement, voire avec l'univers. Alors, de cette représentation figurée en deux dimensions, on découvre maintenant une représentation en trois dimensions. Ici, avec l'art de Nagada, site de Haute-Égypte, du milieu du 4e millénaire, qui nous présente des figures que vous voyez à gauche de l'écran, qui ont été retrouvées dans un contexte funéraire lié vraisemblablement à une croyance en l'au-delà.
Voilà, alors donc ce sont des statuettes d'ivoire, d'os, de terre cuite, majoritairement féminines. Les corps sont stylisés, mettant en avant les attributs sexuels des personnages. Il pourrait s'agir de culte de la fertilité, mais cette destination n'est pas avérée. L'une des statuettes les plus célèbres que vous voyez apparaître à droite de l'écran, qui est conservée au musée de Brooklyn, est une figure avec des jambes à peine ébauchées, des hanches marquées, une taille très fine, et qui exhibe, vous le voyez, un mouvement dans le corps avec des bras levés, qui l'a fait surnommer d'ailleurs la danseuse de Brooklyn. On y a vu parfois une déesse oiseau en raison de la stylisation de son visage. Cependant, actuellement, donc, les spécialistes penchent plutôt pour un symbole de fécondité. Ce matériel funéraire présentant des statuettes peut être également un révélateur du statut social du défunt. Alors, quelles sont les relations entre art et anatomie par la suite? Alors, de l'Antiquité au Moyen-Âge, les relations entre anatomie et art étaient peu développées. On sait par exemple qu'Aristote évoquait l'utilité du dessin pour illustrer ses idées. Il s'associa donc à un artiste pour illustrer son ouvrage « L'histoire des animaux ». L'ère d'Alexandrie a connu deux célèbres anatomistes, Hérophile et Érasistrate. Hérophile aurait disséqué 600 cadavres. Quelques rares leçons d'anatomie ont été dessinées. Hélas, tout a été détruit lors de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Cette fresque médiévale de la cathédrale d'Anani au sud-est de Rome que nous avons sous les yeux, eh bien, atteste de l'importance de la médecine antique. Ici, le médecin grec Hippocrate, qui est situé à droite, délivre à Galien, qui se trouve à gauche, lui-même médecin de quelques siècles postérieurs d'Hippocrate, eh bien, il lui délivre une leçon, positionnant finalement Galien comme l'héritier direct de la science d'Hippocrate, que l'on situe comme père de la médecine. Justement, puisqu'on parle de Galien, c'est lui qui influencera toute la pensée médicale jusqu'au XVIe siècle, mais il n'avait disséqué que des animaux. Selon André Delmas, aucune découverte n'est à signaler après la mort de Galien, et ceci durant tout le Moyen-Âge. Nous avons sous les yeux une fresque romaine de la Via Latina, découverte en 1956. Il y a, comme vous le remarquez, une série de personnages avec au centre un homme barbu qui regarde vers sa gauche et qui, de sa main droite, semble indiquer quelque chose vers le bas. De part et d'autre sont disposés d'autres personnages, pour le plus grand nombre imberbes, vêtus à la fois du pallium et de la tunique. Et un de ces personnages tient une très longue et mince baguette dans sa main droite, avec laquelle il touche un corps allongé qui est situé au premier plan et qui se révèle complètement nu. Alors, selon l'archéologue Ferrua, nous avons une scène relative à la vie du défunt qui est enterré dans ce lieu. Ce serait un médecin entouré de ses disciples. Certains croient à une leçon d'anatomie, mais selon Ferrua, le patient est vivant et nous aurions une leçon de chirurgie. Il y a une autre objection qu'il importe de souligner. Si nous avons ici un maître enseignant l'anatomie ou la chirurgie, pourquoi n'est-ce pas lui qui tient la baguette? D'où l'émergence d'une autre interprétation. Il s'agirait de la représentation d'une histoire contée par un disciple d'Aristote, Cléarque de Sol, dans un traité sur le sommeil, décrivant qu'il est possible à l'âme de sortir et d'entrer dans le corps. Cléarque, donc l'avant-dernier personnage à droite, serait celui qui tient la baguette, conductrice d'âme, sur la personne d'un jeune garçon endormi. Il va persuader Aristote, l'homme barbu, que l'âme se sépare du corps et y pénètre, et qu'elle en use comme d'un refuge. Leçon d'anatomie, de chirurgie ou interprétation des mécanismes du sommeil, nous avons bel et bien un cours en rapport avec le corps humain. Passons maintenant au code de la représentation du corps durant l'Antiquité. Si l'on revient maintenant à la représentation des corps dans l'Antiquité, sont présents, donc c'est vrai, des codes qui visent à obtenir une image idéale de l'homme et du corps humain en Égypte, comme vous le voyez, et en Grèce antique. Alors, en Égypte, la représentation du corps est un reflet de l'existant, ou tout au moins
tend à être un reflet de l'existant, comme l'évoque dans l'écriture le signe statue qui signifie semblable. Des codes de représentation sont mis en place pour se rapprocher le plus possible du vivant. À partir de 3000 avant notre ère, il y a ces codes de représentation qui existent et qui obéissent à un strict schéma de proportion. Un quadrillage, comme vous le voyez sur la deuxième figure, sert de trame en fait à la mesure du corps et permet de créer une image harmonieuse. Donc c'est une division rigoureuse du corps en 18, puis 21 intervalles, ce qui permet une plus grande précision. Le point de départ de ce schéma fut mis en place pour une image plane, puis ensuite transposée dans la statuaire. Alors, sur la droite, donc, nous passons à la Grèce. Au temps de Périclès, la figure humaine n'est qu'une image, une reproduction en fait. On est dans le système de la mimésis, de l'imitation. Le canon grec de la mesure du corps humain prétend saisir par les nombres les lois de la beauté. Il y a des proportions idéales bien définies, elles sont visées, mais peuvent être modulées par des ajustements eurythmiques selon la position du corps par rapport au regardeur. Si par exemple la statue est positionnée en hauteur, l'artiste avait le droit d'introduire des variations subjectives ou de rendre des variations anatomiques par des raccourcis. Pour qu'il y ait beauté, il fallait un accord des parties entre elles et avec le tout. Mais le système restait souple et dynamique. Les proportions grecques établies ne formaient pas des valeurs absolues, mais s'ajustaient en fonction de l'action dans une recherche esthétique. Le sculpteur Polyclète prône que la tête entre 7 fois dans le corps, 3 fois dans le bassin et les pieds, 2 fois dans la largeur des épaules et 2 fois dans la hauteur du torse. Donc ici, sous nos yeux, une œuvre du musée, la Vénus Anadyomène, et puis à droite, la célèbre figure de Polyclète, qui est animée, comme vous le voyez, comme d'ailleurs la Vénus Anadyomène, d'un contrapposto, c'est-à-dire d'un déhanchement, l'inclinaison des hanches répondant inversement à l'inclinaison des épaules. À l'époque romaine, sur les fresques, la construction de codes et de canons de représentation du corps humain se complète, comme vous le voyez, du rendu illusionniste pour viser la vérité de l'image. Moment où les anatomies deviennent réalistes avec une recherche de vérité soutenue par des investigations sur le vivant animal. Parallèlement, c'est le moment où l'individu émerge avec le portrait. Que ce soit sur les fresques d'une villa romaine retrouvée assez récemment en Arles ou sur celle de villa pompéienne par le jeu du trompe-l'œil, eh bien les personnages nettement singularisés sont représentés en volume par le procédé du clair-obscur. Alors le séchage rapide de la fresque exige une maîtrise pour créer toutes les nuances du clair-obscur, du plus clair au plus sombre, en procédant par bandes de couleurs, ce qui crée un effet naturaliste. Il y a une histoire, une anecdote que certains connaissent peut-être, l'histoire du peintre Apelle, qui nous rappelle que celui-ci transcrivait avec tant de vérité la nature que les oiseaux venaient picorer les grains de raisin des peintures. Voilà, le réalisme étant tel. Alors, après l'Antiquité et le Moyen-Âge, que se passa-t-il entre art et anatomie? Alors, le XVe et le XVIe siècle ont été marqués par les fiançailles de l'art et de l'anatomie. Des dissections ont été tolérées par l'Église, la description de l'anatomie étant condamnée à l'oubli si aucune image n'en gardait la trace. Nous avons vu naître les collaborations entre médecins et artistes. Certains artistes s'adonnent de leur propre initiative à la dissection, comme Donatello, Michel-Ange, Raphaël. Léonard de Vinci clame haut et fort la nécessité d'une représentation graphique de qualité en écrivant « Toi, qui veux par des mots révéler la figure de l'homme, bannis cette idée, car plus ta description sera minutieuse, plus tu jetteras de confusion dans l'esprit de ton lecteur, et plus tu t'éloigneras de la connaissance de la chose décrite. Donc, il est nécessaire de figurer en même temps que de décrire. » À cette époque, Calcar s'associe à Vézal
en 1532 et Véronèse associé à Colombo en 1559. Donc nous avons sous les yeux le frontispice du traité de Jean de Quétame. Ce traité donc d'un médecin allemand est le premier livre illustré de médecine imprimé en 1491. Là, sous nos yeux, il s'agit d'une estampe gravée sur bois par un anonyme et coloriée à l'aquarelle et au pochoir. C'est un décor Renaissance, comme vous le voyez, qui encadre les personnages traités avec des lignes simples, penchés sur un corps étendu. En haut sur sa chair, un personnage semble réciter un texte. En bas, un autre individu est en train de procéder à l'ouverture d'un cadavre. Il est le seul à ne pas porter la longue robe. Un panier, sous la table, recueille les déchets. L'anatomiste représenté en haut de sa chair est décédé depuis plus de 200 ans. Quétame a effectivement décidé d'immortaliser cet anatomiste célèbre qu'était Mondino di Lucci. Quétame ne s'est pas fait représenter comme d'autres anatomistes le feront ensuite sur le frontispice de leur traité. En tout cas, ce livre n'apporte pas de nouveaux savoirs, mais est un condensé des connaissances passées. Jean de Quétame a dû penser que Mondino di Lucci en était le meilleur symbole. Né à Bologne en 1275, di Lucci occupe la chaire de professeur d'anatomie dans sa ville natale. Il est crédité de la première leçon de dissection publique en 1315, et c'est là un événement tout à fait exceptionnel. Di Lucci est l'auteur d'Anatomia en 1319. C'est un des premiers livres consacrés à la structure et la fonction du corps humain. Le traité fut réédité et copié jusqu'au XVIe siècle, ce qui explique que Quétame et tous les autres anatomistes du XVe l'utilisent toujours pour l'enseignement. Cette leçon d'anatomie datant de 1491 met en évidence 3 principes. Premièrement, le corps humain mort perd son caractère sacré et inviolable pour devenir matériel scientifique et matériel d'enseignement. Deuxièmement, l'anatomie humaine reste établie par les textes immuables des anciens, tel Galien. Et finalement, la dissection est de nouveau autorisée et elle permet d'illustrer et de comprendre ces textes, mais jamais de les discuter. Aucune remise en question n'est possible. Autre frontispice du XVIe siècle, du traité de Vézal, non des moindres, et comme vous le voyez, c'est un véritable chef-d'œuvre. C'est une gravure en fait sur bois de Calcar qui est un élève de Titien. Il associe le jeu des perspectives et de l'esthétisme, le tout dans un esprit assez maniériste, avec des effets picturaux et raffinés et une tendance à l'enjolivement. Ce frontispice ouvre le traité de Vézal, la Fabrica, dont Vézal a supervisé l'exécution. L'association artistes-médecins n'a jamais encore aussi bien servi l'anatomie. Maîtrisée par les artistes vers 1430, la perspective introduite dans les traités d'anatomie au XVIe siècle est capitale, car elle va permettre la superposition des plans qui conduit de la peau au squelette. La scène se passe dans un amphithéâtre grandiose, vous le voyez, de style palladien, avec de grandes colonnes. Le frontispice est richement décoré de blasons, drapés et sculptures. Cette leçon a été volontairement chargée de nombreuses significations et symboles en rapport étroit avec les pensées de Vézal, mais également de tout un esprit qui va révolutionner l'anatomie. Avant de vous délivrer quelques secrets de ce frontispice, qui est Vézal ? Andreas Vézal, né à Bruxelles en 1514, est reconnu aujourd'hui comme l'anatomiste le plus important de la Renaissance, le père même de l'anatomie moderne. Il a commencé ses études à Louvain. Vite lassé de la médiocrité de l'enseignement, il est venu en 1533 à Paris. Ici aussi, l'enseignement de l'anatomie le déçoit, avec ses professeurs lisant du haut de leur chair les livres des anciens. Il dissèque en catimini de petits animaux pour atteindre une certaine dextérité. Vézal a participé à des expéditions nocturnes dans les cimetières pour se procurer les cadavres nécessaires aux dissections. Fort de sa pratique illégale, un jour, lors d'une leçon d'anatomie, il demande la permission à son professeur de remplacer le barbier. Il est près du corps, le scalpel à la main, loin de la chaire professorale, il vient de briser 13 siècles d'emprise galénique. L'observation devient donc la base de la connaissance.
Vézal poursuit ses études et soutient sa thèse à Padoue en 1567, où il est nommé à la chaire d'anatomie à l'âge de 25 ans. Vézal a hérité, il a scandalisé ses contemporains. Juger et réfuter Galien n'a pas été sans choquer de nombreux scientifiques. Le dogme galénique était si puissant que la plupart des prédécesseurs de Vézal, plutôt que de reconnaître une erreur anatomique chez Galien, préféraient admettre que le corps humain avait changé depuis 1000 ans. Ainsi, les os de la hanche des squelettes contemporains se révélant différents de ceux des descriptions galéniques, on n'hésitait pas à donner comme cause de ce changement morphologique le port prolongé du pantalon, vêtement inconnu des Romains. Vézal résiste, puis abandonne la lutte et démissionne de ses charges professorales. Charles Quint, en 1546, le choisit comme médecin. Mais la cour royale n'efface pas en lui son goût pour l'enseignement et la recherche. 20 ans plus tard, il retourne à Padoue. Pendant les siècles suivants, et encore aujourd'hui, sa réussite n'est pas seulement d'avoir rassemblé une somme considérable d'informations anatomiques, mais d'avoir ouvert une nouvelle porte, celle du jugement éclairé, de l'observation personnelle, de la vérification systémique. Vézal, c'est avant tout la mort du dogme. Revenons maintenant au frontispice. Alors, Vézal se trouve au centre, il nous regarde, il est richement vêtu et il se tient tout à côté de la table de dissection, la main droite posée sur un corps de femme, au ventre ouvert, laissant voir les organes abdominaux, tandis que son index gauche est levé dans un geste de démonstration. Alors que les leçons d'anatomie antérieures, telles celles de Mondino de Luzzi, le professeur présidait du haut de sa chaire, ici, un assistant, placé au-dessus de lui, lit un texte. La foule ardente, disposée en 3 rangées, se presse autour du maître. On voit un squelette qui se dresse au centre des gradins, une houlette dans sa main droite. Vézal accordait une importance cruciale à l'étude de l'ostéologie qui lui paraissait capitale. Dans les parties hautes du portique à gauche, la tête du jeune homme en pleine lumière contraste avec celle du vieillard dans l'ombre. Certains y ont vu le symbole artistique de la jeunesse et de la vieillesse. On voit également la représentation des animaux, le singe en bas à gauche, le chien et la chèvre en bas à droite, fait référence à l'anatomie comparée qui a dominé ces derniers siècles. L'anatomie de l'homme a été déduite des animaux. Galien, n'ayant disséqué que des singes, des erreurs s'étaient transmises depuis des dizaines de siècles. Les barbiers au pied de la table de dissection ont toujours leur place dans une leçon d'anatomie, mais au lieu d'ouvrir le corps comme cela était le cas avant, ils sont uniquement chargés d'aiguiser les instruments de l'anatomiste. En haut, le blason des 3 belettes, Vézel en flamand, fait allusion à la ville du duché de Clèves, d'où la famille de Vézal est originaire. Vézal affiche donc avec fierté ses origines flamandes. Le second cartouche que vous voyez en bas correspond à l'invention du copyright. En fait, il signale que le livre a obtenu un privilège de l'empereur Charles Quint pour le protéger des plagiats. Pour conclure, avec Vézal, le professeur n'est plus un anatomiste de plume. Il sait lire les textes des anciens, mais également utiliser le scalpel pour disséquer. Dans un souci pédagogique, Vézal invente l'observation par la dissection et la traduction des résultats en 2 langues, l'écrit et le dessin. Durant cette même période, Florence, on va passer juste après à ton interprétation de ces peintures, mais avant cela, je tiens quand même à ouvrir une petite parenthèse. J'ai eu l'immense plaisir avec mes collègues Patrice Thirier et Christian Collet de consulter la Fabrica de Vézal, qui est bien conservée à la bibliothèque universitaire de l'Université Claude Bernard Lyon 1, et j'étais agréablement surpris de la précision de ces croquis et du côté artistique de ces dessins. Et maintenant, je te laisse compléter durant cette période. Alors, eh bien oui, la dissection du corps, elle va être utilisée par les artistes de la Renaissance. Michel-Ange a étudié l'anatomie par la dissection afin de connaître les mécanismes internes du corps, la structure des muscles et de leurs attaches au squelette.
Le prieur de San Spirito de Florence, pour lequel l'artiste travaille, avait sculpté un crucifix, va lui permettre d'aller à la morgue et lui octroie le privilège de disséquer les corps. Michel-Ange recourt également pour la création de ces figures à l'observation de mannequins, comme le laisse deviner ici le corps schématisé que vous voyez sur le dessin de gauche, qui présente une étude de drapé, une étude pour la Sibylle érythréenne qui se trouve dans l'un des écoinçons de la voûte de la chapelle Sixtine à Rome, que vous avez en couleur en bas. Alors, en plus de l'architecture du corps apprise des dissections ou de l'observation des mannequins, l'art de Michel-Ange pouvait très habilement projeter les figures en action, en rendre sensibles les élans, les raccourcis, les faiblesses. Dans la création, que vous voyez en haut à droite, eh bien, le personnage de Dieu, représenté volant, n'a pu être inspiré évidemment d'une pose réelle et confirme la science très maîtrisée de l'anatomie et de la motricité du corps de l'artiste, avec toutefois les écueils possibles d'une représentation à outrance qui pourrait transformer le corps, entre guillemets, en sac de noix, comme le reproche Léonard de Vinci à Michel-Ange. Alors, justement, Léonard de Vinci, ici, les recherches de l'exactitude anatomique se développent sous l'impulsion de Michel-Ange, de Raphaël et de Léonard de Vinci lui-même. Homme de la Renaissance, il essaie de décrypter le monde par lui-même, par ses propres observations. Il s'intéresse lui aussi à l'étude du corps seul, mais aussi avec le concours d'anatomistes comme Antonio della Torre. Il s'adonne également à l'anatomie comparée avec la description des animaux. Ayant eu l'occasion de voir et de pratiquer différentes dissections à l'hôpital Santa Maria de Florence, il a laissé plus de 200 planches d'anatomie du corps humain, comme celle que vous voyez sur la gauche de l'écran, qui montre une étude très approfondie et précise. Le tableau de Saint Jérôme, lui au centre, Saint Jérôme dans sa pénitence au désert, non terminé, est intéressant puisqu'il permet de constater le processus de création d'un personnage. Proche des études anatomiques dessinées, vous le voyez, l'artiste s'appuie avant tout sur l'ossature, la musculature et toutes les attaches avant d'apposer l'enveloppe de chair. Dans son traité de la peinture, eh bien, Léonard de Vinci précise « Les mouvements de l'homme demandent à être étudiés une fois que l'on a acquis la connaissance des membres et de l'ensemble dans toutes les postures des membres et des articulations. » Dans la peinture de la Vierge, Enfant Jésus et Sainte Anne à droite, Léonard donne l'illusion du mouvement des corps étant transcrit l'état d'âme des personnages. Ceci est rendu par des techniques comme l'ombre et la lumière, également le mouvement décomposé des trois personnages comme en séquentiel, certains se baissant, d'autres redressés, et puis les tonalités ainsi que les courbes et les lignes droites ou courbes en fait. Je te laisse continuer. Alors, durant le XVIIe et le XVIIIe siècle, c'était la vogue mondaine de l'anatomie. L'association entre artistes et médecins est à son apogée. Cependant, quelques voix minoritaires s'élèvent comme celle de Jean Rioland, professeur d'anatomie à Paris. Il s'oppose à toute représentation iconographique de l'anatomie parce qu'elle éloigne le médecin du cadavre. Mais ces voix sont rapidement étouffées par l'engouement des scientifiques pour l'art et réciproquement. Charles Lebrun, entre deux projets de décoration du château de Versailles, illustre les théories de William Harvey sur la circulation sanguine. Alors, c'est un tableau du musée sous nos yeux, la résurrection du Christ. Charles Lebrun est premier peintre du roi Louis XIV et il répond ici à une commande d'ex voto, c'est une œuvre de remerciement après une victoire lors d'une guerre en Franche-Comté qu'a réalisé le roi Soleil. Et outre le regard minutieux sur l'anatomie du Christ, eh bien, l'artiste travaille et se fait le chantre de l'expression des passions.
Ceci est très visible dans la posture des ennemis écrasés en bas du tableau, qui sont renversés par la puissance royale et dont le visage est frappé de stupeur. Vous le voyez, c'est directement inspiré de ses études, de ses dessins, de ses croquis qu'il réalise sur les émotions, là comme ici l'effroi. Et il va réaliser en fait des modèles dessinés avec des indications très précises de proportion dans la répartition des traits du visage et des muscles qui les sous-tendent pour exprimer ses émotions et ses sentiments. On va vous amener maintenant en Hollande. Avec donc la leçon d'anatomie du docteur Tulpe par Rembrandt en 1632. C'est un tableau qui est commandé par la Corporation des chirurgiens d'Amsterdam. Et là, nous assistons à la leçon d'anatomie de ce médecin. Le cadavre d'un homme est allongé sur la table devant lui. Dans sa main droite, il tient un forceps avec lequel il soulève un muscle de l'avant-bras. À sa droite sont réunis 7 anatomistes. L'un d'entre eux tient dans sa main gauche un parchemin. Du décor austère, l'artiste ne conserve que l'esquisse des voûtes de pierre, un règlement affiché au mur, une table en bois et un pupitre sur lequel repose un livre. L'attention légèrement exagérée des assistants recentre le regard sur le corps exposé, dont la passivité calme enferme à son tour le spectateur du tableau dans le cercle de curiosité morbide des assistants. Rembrandt représente la réalité de son temps. Il décrit le monde qui l'entoure. Dans les premiers portraits collectifs de ces peintres d'Amsterdam, les personnages étaient figés dans une position avantageuse et manquaient de naturel, tandis qu'ici, chez Rembrandt, ils sont pleins de vie. L'artiste transforme le flegme en activité, ou tout au moins en amorce de mouvement. À cette époque, c'est la vie grouillante d'Amsterdam, en plein XVIIe siècle, qui sert de toile de fond à cette nouvelle rencontre entre artistes et anatomistes. Sur le plan des sciences, le Conseil municipal d'Amsterdam et la Corporation des médecins ont reconnu la nécessité pour les médecins de ne pas étudier seulement dans les livres, mais aussi sur le corps humain lui-même. À travers l'Europe, ce siècle apporte à l'anatomie quelques avancées scientifiques essentielles. L'innovation majeure reste la découverte de la circulation sanguine par William Harvey. Le professeur Tulpe est au point de convergence de tous les regards. Lors de cet enseignement, il est président de la Corporation des médecins, il a 39 ans. L'assurance, le calme et l'autorité peuvent expliquer son surnom de Vesalius Redivivus, c'est-à-dire la réincarnation de Vésale. Il fut l'un des premiers à étudier et décrire la spina bifida. Dans cette leçon d'anatomie, l'héritage de Vésale est évident. Le respect de Tulpe pour Vésale se lit à travers cette leçon. Premièrement, le livre. Le livre qui repose sur le pupitre est en fait le traité d'anatomie de Vésale, la Fabrica. Les anatomistes dissèquent par eux-mêmes tout en comparant leurs découvertes aux observations précédentes. Ici, le livre ouvert a une signification bien différente que dans la leçon de Mondino Delucci. Le livre ne sert pas un dogme, mais propose une référence. Tulpe marche dans les pas de Vésale. La deuxième allusion est encore plus évidente. Tulpe a choisi d'être représenté en train de disséquer un avant-bras, tout comme Vésale dans le portrait que Calcar avait peint. Pour une raison purement financière, Rembrandt n'a pas représenté l'ensemble du public. Or, grâce aux archives, on peut dire que cette leçon ne s'est pas déroulée en huis clos dans une cave, comme cela semble être le cas. En fait, à cette époque, l'anatomie devient une vogue mondaine dans toute l'Europe, annoncée par des affiches ou par le crieur public. Ce sont des spectacles à part entière. Parlons d'anatomie. Anatomiquement, les muscles de l'avant-bras sont ici mal représentés. Les muscles et tendons que Tulpe soulève sont attachés au condyle latéral, origine des muscles extenseurs. Mais ce que nous voyons réellement sont les muscles et les tendons fléchisseurs. On suppose que Rembrandt n'aurait pas assisté à la totalité de la dissection, mais aurait utilisé un avant-bras droit disséqué, alors que c'est un avant-bras gauche qui est étudié. Cette controverse reste anecdotique, mais prouve une chose, c'est que Tulpe a enseigné la fonction des muscles de l'avant-bras. On note également sur le plan anatomique une disproportion des membres.
Le bras gauche est plus large que le droit et les deux membres inférieurs sont inégaux. Ce n'est pas une erreur dans la perspective et les proportions. En fait, cette dissection s'est faite sur un criminel nain de 28 ans surnommé Quint. La disproportion du cadavre n'est donc pas une maladresse de la part de Rembrandt, mais la traduction réaliste de ce qu'il voit. Autre leçon d'anatomie, toujours de Rembrandt. Cette peinture, c'est une nouvelle commande de la Guilde des chirurgiens. La toile était suspendue, comme la leçon d'anatomie du docteur Tulp, dans l'amphithéâtre d'anatomie d'Amsterdam. En partie détruite, comme vous le voyez, la portion centrale qui subsiste représente une curieuse combinaison de deux genres de peintures européennes, le portrait de groupe et la peinture historique. La peinture représente une leçon d'anatomie où le cerveau est disséqué par un homme dont on ne voit plus que les mains. Rembrandt a 24 ans de plus de pratique. Artistiquement, c'est une pièce majeure du maître. Quiconque regarde ce tableau se retrouve soudain face à face au corps disséqué. Le regard croise les pieds, l'abdomen, le tronc, puis le cerveau et le scalpel. Le corps qui sert à la leçon est représenté de face dans un audacieux raccourci, créant un effet de perspective. L'effet de relief est alors saisissant. Cet arrangement du corps est inspiré du Christ mort d'André Mantegna. Les yeux sont à demi clos et dans la pénombre, ce regard vide et froid semble nous dévisager. La mort n'a jamais été aussi bien figurée dans une leçon d'anatomie. Ses lèvres fines et noirâtres, cette peau figée et jaune, donnent l'impression réelle de rigidité cadavérique. Seules les mains de l'anatomiste sont visibles. Le docteur Deiman est resté moins illustre que son prédécesseur, le docteur Tulp. Il est né en 1620 à Amsterdam et, tout comme Tulp, fait ses études à Leyde. Il obtient son diplôme de docteur en médecine à Angers. En 1653, il devient le successeur de Nicolas Tulp. Il obtient en 1656 l'autorisation de donner sa première leçon d'anatomie, qui est celle figurée par Rembrandt. On n'est pas sûr que Rembrandt ait réellement assisté à la totalité de cette dissection. Pour peindre le cerveau et les méninges, il aurait pu s'inspirer du dessin contenu dans le traité de Vézal, encore une fois. La vue est identique, la similitude est frappante, jusque dans l'expression de la bouche et du regard. Que Rembrandt ait fait ou non ses propres observations, il est certain, encore une fois, qu'il a été considérablement influencé par les dessins de Calcar. L'héritage de Vézal est là encore indiscutable. Alors, au XIXe et au XXe siècle, la séparation progressive des artistes et des médecins. À la fin du XVIIIe, l'art de représenter le corps est poussé à la perfection, les dessins étaient trop minutieux, trop détaillés. Dans cet excès de précision, certains médecins sont pris d'une fureur iconoclaste. Xavier Bichat écrit en 1801 « Qu'importe ces détails descriptifs exagérés, ce mode de description est étranger au progrès de la médecine. Ces planches ne sont que des monuments de luxe où de brillants dehors cachent un vide réel. Les scientifiques, en accord avec les artistes, n'utilisent la couleur qu'à des fins pédagogiques et didactiques, de manière à la fois conventionnelle et schématique. Le XIXe siècle est le siècle où l'artiste s'efface, tandis que l'image codifiée s'impose. Et finalement, le XXe siècle a été marqué par de grands ouvrages comme ceux de Rouvière, de Testu et de Netter qu'on voit ici à l'écran. Florence, comment l'art a servi la médecine au XIXe siècle? Les visées scientifiques du XIXe siècle ainsi insufflent à l'artiste un regard affûté qui recherche la vérité de la représentation. On connaît l'observation minutieuse de cadavres pour rendre certains des personnages comme dans ces chefs-d'œuvre, comme le radeau de la Méduse par Géricault. Ici, c'est un portrait d'une vieille femme fatiguée, malade, le teint blafard, vêtue de haillons, à l'opposé du portrait traditionnel d'apparat où le personnage souvent embelli est en représentation. Ce choix va de pair avec l'intérêt qui pointe au début du XIXe siècle pour les maladies mentales et les soins qui commencent à être prodigués à des personnes considérées comme des patients et non plus comme des gens mis au banc de la société.
Géricault aurait eu pour ami le docteur Étienne Jean Georget, un des médecins de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, et l'artiste a pu se rendre dans l'enceinte de l'hôpital, réalisant vraisemblablement des croquis sur le vif des patients. Actuellement, cette hypothèse n'est pas avérée, et par ailleurs, il est confirmé que Jean-Étienne Esquirol avait commandé plus de 200 dessins dans le but de publier ses observations psychiatriques. La peinture de Géricault, comme vous le voyez, est d'une telle acuité dans la représentation des traits, l'expression, l'attitude, qu'à l'image d'une étude clinique, certains détails observés ont été utiles pour préciser le diagnostic de certaines maladies mentales. On peut remarquer ici sur ce tableau une attention portée à la fixité du regard, aux yeux dissymétriques, les globes oculaires rougis, les veines saillantes sur les tempes qui vont prouver notamment une accentuation du rythme du pouls. Cette recherche de réalisme de Géricault se retrouve sous une autre forme dans l'art de Rodin, qui est c'est un autre art, mais qui est lui-même empreint de vérité et qui tend à révéler l'âme de sa figure. Justement, comment était représenté le corps à la fin du 19e siècle, début du 20e? Voilà, alors Rodin, avec ici à l'écran l'âge des reins, eh bien, procède en tournant autour de son modèle pour appréhender tous les points de vue. Et l'expressivité du corps dans cette sculpture de l'âge des reins va d'ailleurs conduire Rodin, lorsqu'il présente le plâtre grandeur nature au cercle artistique et littéraire de Bruxelles, à être accusé de surmoulage. Ce corps sculpté est travaillé d'après un modèle, un jeune soldat de 22 ans, Auguste Lay, mais la vie qui s'en dégage, la qualité des proportions du modelé insinue un doute dans la pensée des critiques qui mettent en défaut l'artiste, l'accusant d'avoir créé son personnage en moulant la matière à même le modèle. Bon, il faut dire qu'on est loin des personnages grandiloquents, porteurs de messages, issus de la mythologie ou portraiturant une célébrité auquel l'époque était habituée. Le titre premier, Le soldat blessé, est changé après la présentation de l'œuvre afin que celui-ci corresponde davantage aux attentes de l'époque, et il devient l'âge des reins, c'est-à-dire l'âge de bronze, en référence aux 4 âges de l'humanité d'Hésiode. Alors, on peut également regarder l'œuvre de Picasso, qui, lui, nous offre une approche multifacette, cette fois-ci en 2 dimensions du corps humain, avec cette femme assise sur la plage, où vous le voyez, le corps féminin, dans un étirement et un allongement des bras vers les pieds, semble peut-être enlever le sable entre ses orteils, rappelant aussi l'attitude du tireur d'épines de l'Antiquité. Le regard peut comme tourner autour du corps qui nous offre différentes facettes, posture globale de profil, visage, ventre et sein vus de face, en même temps vus de dos, pieds de profil et de dessous. Voilà, toutes ces facettes. Alors qu'il est peint dans les 2 dimensions de la toile, le corps représenté surgit en volume, presque comme une ronde bosse finalement, comme une sculpture installée sur son socle. Le corps est traité au fusain par un tracé sur la préparation beige de la toile laissée en réserve, et l'ajout de craie blanche fait briller les formes, lui donnant modelé et relief. Voilà, nous sommes confrontés par ailleurs à la déconstruction de la figure humaine en cette période de 1937, au moment de la guerre d'Espagne. Le corps ainsi schématisé redevient en quelque sorte le corps cygne que nous avions vu au moment de la préhistoire. Et on peut avoir en tête que Picasso possédait d'ailleurs 2 répliques de la Vénus de Lespugue que vous voyez à droite de l'écran et qui l'inspire évidemment. Tout comme d'ailleurs sur cette sculpture, le corps de cette femme assise sur la plage met en avant les attributs féminins, la fécondité aussi. Alors, au XXe siècle, Nadie, comment enseigne-t-on l'anatomie et en quoi consiste la recherche? Alors, déjà, en quoi consiste la recherche en anatomie de nos jours? C'est principalement une recherche en didactique, en pédagogie de l'anatomie, en modélisation du corps humain. Donc, finalement, on enseigne en utilisant et en faisant appel aux technologies 3D.
Mais on peut se demander, mais pourquoi la technologie 3D? Eh bien, tout simplement parce que pour apprendre l'anatomie, il y a des difficultés. Ce sont les difficultés intrinsèques à cette matière. Quand, par exemple, je commence un cours d'ostéologie du membre inférieur par une phrase « le petit trochanter est un gros tubercule situé à l'angle postéromédial et inférieur du temps trochanter », la difficulté est à la fois verbale, il faut comprendre ce que je viens de dire, mais également elle est visuelle, elle est graphique, surtout si on utilise une qualité pauvre d'illustration. En même temps, on demande également en anatomie fonctionnelle aux étudiants d'imaginer, de visualiser les mouvements d'un os, comme par exemple durant la flexion de l'épaule, quels sont les mouvements effectués par la scapula, une élévation, une sonnette latérale, un tilt postérieur. Finalement, ceci va mettre les étudiants en difficulté à cause d'une charge cognitive trop importante, ce qui les conduit à un décrochage. On peut donc constater qu'apprendre l'anatomie requiert de bonnes capacités spatiales et de bonnes capacités d'imagerie motrice. Les capacités spatiales sont nombreuses, je vais revenir sur cette information ultérieurement, mais en tout cas, c'est le repérage spatial, c'est la rotation mentale, et l'imagerie motrice, c'est notre capacité à imaginer un mouvement sans le produire en même temps. Donc, c'est la visualisation bien connue chez les sportifs. Et donc, justement, en parlant de visualisation du mouvement, est-ce que les artistes font également appel à ce type de processus mentaux? Oui, finalement, hein, tout comme le sportif de haut niveau visualise sa performance sportive, l'artiste lui aussi a projeté le mouvement des corps et ce qu'il représente. Comme vous le voyez, là, l'artiste Girodet, au début du 19e siècle, projette l'envol d'une draperie dans cette étude dessinée. Deux personnages sont esquissés à droite, hein, à peine visibles là sur le dessin. On voit un homme soutenant son père. Il faut présupposer une connaissance parfaite du corps pour que le drapé avec des plis serrés épouse la courbe du dos du personnage et s'envole avec une ampleur comme mue par un souffle. Dans l'atelier, l'artiste n'a pas la possibilité, évidemment, de positionner et de fixer un drapé en mouvement, donc il a dû projeter ce mouvement. Alors, on a une référence, un témoignage. Dans l'atelier du peintre Ingres, voici comment cela se passe. C'est rapporté par le premier biographe, Charles Blanc, du peintre Ingres. Que de fois la nature a été consultée. Soit qu'un élève d'Ingres, se mettant à genoux, Ingres lui jeta sur le dos la draperie pour saisir en flagrant bonheur quelques beaux plis, soit que le maître lui-même, courant éperdu et déshabillé à travers la chambre et jouant en pensée le rôle de Séleucus, vint se précipiter haletant sur un matelas pour fournir à ses élèves le motif de cette draperie qu'il voulait naturelle autant que noble, expressive autant que belle. Ici, comme on le constate sur le tableau final que vous voyez à droite, donc une scène de déluge, l'envol du drapé porté par un vent furieux accentue le phénomène cataclysmique et catastrophique de la scène. Alors ici, sur ce dessin, eh bien, Antoine Bourdelle est inspiré, comme souvent, par cette figure pionnière de la danse, Isadora Duncan, à qui l'artiste a dédié de nombreux dessins. Comme vous le voyez, la posture de la danseuse, de dos en torsion, dont le corps occupe une diagonale, ainsi que le cadrage, tout concourt à projeter la figure hors du cadre, avec d'ailleurs, comme vous le remarquez, déjà une partie du voile qui s'échappe du dessin, du cadre, qui tournoie. Alors, il y a également le tracé, hein, composé de traits multiples, qui ajoutent au mouvement. Nadi, quelle capacité requiert la construction de ces images mentales? Alors, on revient un peu plus à la science. Les images mentales requièrent des capacités spatiales. Il en existe plusieurs formes et plusieurs tests. Nous avons ce qu'on appelle la perception spatiale, la visualisation, l'orientation, la rotation mentale. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces capacités spatiales. Nous allons ensemble faire un petit test. À votre avis, est-ce que la figure située à gauche, la figure simple, se trouve quelque part encastrée dans la figure plus complexe à droite? Je vous laisse un petit moment pour visualiser, retrouver, et voilà la réponse. Bon, c'était pas très difficile, mais vous pouvez imaginer que ce test pourrait être beaucoup plus compliqué. On vient de tester votre capacité
de dépendance ou d'indépendance à l'égard du champ visuel. Encore un test de capacité spatiale, le test de rotation mentale. Je vous invite à tourner mentalement les 4 figures géométriques situées à droite et trouver 2 sur 4 qui correspondent exactement à la figure cible située à gauche. Je vous laisse un petit moment, faites l'opération mentale, tournez dans les 3 plans de l'espace et la réponse. La première et la 4e figure. Vous venez donc d'effectuer un test de rotation mentale. Bon, nous avons appliqué ces modèles théoriques à la conception d'animation 3D depuis 2005 à Lyon 1. On utilise les images mentales qu'on va complexifier d'une façon progressive afin de guider le regard de l'étudiant, de lui permettre de bien tourner autour d'une structure anatomique afin de bien la comprendre. Ces animations 3D, cette technologie nous a facilité énormément la tâche, à la fois de l'enseignement, mais également de l'apprentissage. Aujourd'hui, nous avons une centaine d'animations 3D en libre accès sur notre chaîne YouTube Anatomie 3D Lyon 1. Or, lors du développement de tous ces outils, nous avons bien entendu mené plusieurs expériences. Je vous présente un résumé. En haut à gauche, nous avons démontré que des étudiants ayant de bonnes capacités spatiales ont également de bons résultats en anatomie, ce qui nous a poussé à entraîner un groupe d'étudiants durant 1 mois à l'aide d'un jeu vidéo en 3 dimensions, c'est comme un Tetris en 3 dimensions, et voir l'impact de ce jeu vidéo sur leurs résultats universitaires. Nous avons encore une fois démontré l'intérêt d'entraîner les capacités spatiales pour mieux réussir en anatomie. Et à droite, une 3e étude où nous avons comparé dans une situation qu'on appelle écologique, c'est-à-dire une situation réelle d'apprentissage, 2 promotions différentes d'étudiants, une promotion ayant bénéficié de l'apport de la technologie 3D et une autre promotion précédente qui avait étudié l'anatomie à l'aide de croquis 2D encastrés dans des PowerPoint. Et les résultats sont encore une fois, donc là on voit en haut à droite, en faveur du groupe qui a bénéficié de la 3D et en bas à droite, également une appréciation des étudiants qui demandent vraiment qu'on développe davantage ces outils numériques. Or, jusqu'à il y a quelques années, ces outils n'étaient pas interactifs. C'était juste des animations 3D. Les étudiants pouvaient cliquer sur play, sur arrêter, sur pause, revenir en arrière, avancer, ce qui nous a poussé à monter un protocole expérimental, encore une fois dans une situation écologique, pour voir est-ce qu'apprendre l'anatomie en bougeant est plus efficace qu'apprendre l'anatomie sans mouvement. Et là, encore une fois, on voit un effet qui apparaît à la fin du semestre en faveur du mouvement, c'est-à-dire même contenu, même enseignant, 2 groupes d'étudiants complètement différents. Le simple fait de changer la disposition de la salle et de pousser les étudiants à interagir, à bouger, à ressentir le mouvement, nous amène vers un meilleur apprentissage et une meilleure acquisition des connaissances. Ceci fait appel à des théories qu'on appelle les théories de la cognition incarnée ou l'embodiment. Et bien justement, ceci nous a poussé à développer de nouveaux outils. Actuellement, c'est le projet Anatomie 2020 financé par l'Agence nationale de la recherche qui nous a permis de développer donc cet avatar, ce miroir anatomique qui bouge en temps réel, en même temps que l'utilisateur, qui permet des interactions, qui permet de zoomer, d'enlever une couche, de rajouter une couche, et un système de capture de mouvement permet à l'étudiant d'être interactif, de bouger lui-même son propre corps et de voir les mouvements en temps réel. Un deuxième projet, c'est le projet Antépulsio, financé par les fonds uniques interministériels. Là, il s'agit encore une fois de la technologie de la 3D temps réel. Nous avons un mannequin qui va être manipulé par les apprenants. Ils vont le tourner dans tous les plans de l'espace. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveauté, mais la grande nouveauté, c'est vraiment tous ces muscles que l'étudiant peut rajouter et en un simple clic,
l'avatar va réagir d'une façon correcte avec le respect donc de la biomécanique réelle du corps humain et des contraintes articulaires. Dans cette application, il y a plusieurs exercices, comme l'exercice de reconstruire un mouvement. On montre un squelette en train de bouger, et là, on va demander à l'étudiant de reconstruire le mouvement, c'est-à-dire de décomposer le mouvement, d'identifier le segment mobile par rapport au segment fixe, et par la suite, d'identifier les régimes de contraction musculaire, et après, aller choisir tous les muscles qui permettent ce mouvement-là, etc. Donc là, encore une fois, c'est un exercice d'analyse fonctionnelle du mouvement. On peut jouer sur la vitesse du mouvement, on peut jouer sur la position. Si c'est un mouvement qui se fait en position debout de façon lente et freinée, ça fait appel à d'autres muscles et à un régime de contraction différent que si on était allongé sur le dos, par exemple. Et toujours dans cette application Antepulsio, nous avons la possibilité de tester les étudiants, de leur proposer des quiz et donc des QCM d'évaluation. Là, encore une fois, nous sommes dans un processus de recherche et de développement. Il ne s'agit pas uniquement de développer avec des ingénieurs, mais nous avons conduit un certain nombre d'expériences que je vais vous présenter maintenant. Nous avons conduit donc au sein de notre laboratoire plusieurs expériences pour valider ces derniers outils développés. Une première validation consistait à recueillir l'expérience et la perception des étudiants, mais également de nos enseignants lors de leurs utilisations des outils. Cette expérience utilisateur, qu'on appelle UX, dans le jargon de la R&D dans le numérique, a été conduite 3 fois et nous a permis d'améliorer en permanence, grâce à plusieurs itérations, l'interface et les fonctionnalités et le contenu de nos outils. La figure en haut à gauche nous montre l'évaluation de l'UX sur 3 temps, T1 à T3, et on constate surtout que c'est la dimension hédonique d'identification, qu'on intitule HQI, qui est améliorée à la dernière version de l'outil. Qu'est-ce que cela veut dire? La dimension hédonique d'identification, ça veut dire que le résultat met en évidence que les participants s'identifiaient bien avec l'avatar lors de leurs différentes interactions, et ceci pourrait avoir un impact positif sur l'apprentissage, puisqu'une telle identification pourrait faciliter justement l'appel à la cognition incarnée et donc l'embodiment. La figure en haut à droite nous montre que l'outil est de plus en plus apprécié par les utilisateurs, avec une certaine progression de leur perception, progression en fonction des différentes versions de l'outil. Et donc, ça positionne la dernière version de notre outil dans la zone appelée désirée, selon ce test-là, le test de UX, où les qualités pragmatiques, c'est-à-dire l'utilité pédagogique perçue par les apprenants, et la qualité hédonique, c'est-à-dire l'identification, sont optimales. Après, on peut se demander, oui, OK, test UX, perception, qu'en est-il de l'efficacité réelle et pédagogique de ces outils? C'est la figure du bas qui nous montre les résultats préliminaires d'une étude sur l'impact de l'utilisation de l'outil Antepulsio sur l'acquisition des connaissances en anatomie. Cette figure nous montre que pour un score croissant au test de Corsi, c'est un test qui évalue la mémoire de travail visuospatiale des étudiants, ces derniers, ayant bénéficié de l'utilisation d'Antepulsio, ont de meilleurs résultats en anatomie que les étudiants d'un groupe contrôle. Ceci met en évidence l'efficacité de nos outils numériques uniquement, en revanche, pour des étudiants ayant de bonnes capacités spatiales. Nous avons donc encore du travail à faire afin d'améliorer l'ergonomie de nos ressources, afin d'en réduire la charge cognitive, de sorte à ce que ces ressources soient bénéfiques aux étudiants en difficulté ou des étudiants ayant de faibles capacités spatiales. Florence, maintenant je te redonne la parole. Est-ce que ces processus de décomposition, d'analyse du mouvement sont utilisés par des artistes? Oui, en effet, du côté de l'art également, on peut constater une approche de la décomposition du mouvement. C'est vrai, déjà dans la peinture au début du XXe siècle, 2 tableaux que nous avons sous les yeux, l'un d'Henri Valency, l'autre de Marcel Duchamp,
qui d'ailleurs ont été présentés simultanément au Salon de la section d'or à la Galerie de la Boétie à Paris en 1912. C'était une grande exposition qui regroupait, hors du cubisme duo Picasso-Braque, les artistes émanant du groupe de Puteaux, comme Glaise, Léger, Messinger, Picabia, et donc Henri Valency et Marcel Duchamp, qui étaient férus de sciences et de mathématiques. Et sur ces deux toiles, comme vous le voyez, il s'agit de décomposer le mouvement en phases successives, de transcrire le mouvement et la vitesse qui fascinent à cette époque cubiste et futuriste. Alors, l'expression du mouvement, elle se réalise à la fois par une géométrisation, un aplanissement des formes et une exaltation de la couleur pure, que l'on voit bien chez Henri Valency. Dans ce tableau des Scieurs de Long, tout volume des personnages est annihilé. Est retenu le profil le plus caractéristique qui met en valeur l'action, le traitement schématique également de l'espace. Vous voyez le morcellement de la surface en facettes juxtaposées qui va aussi renforcer l'impression de mouvement. Il y a un complexe de formes géométriques qui suit les contours des éléments, adoptant la courbe des scieurs et créant comme l'équivalent plastique d'une onde sonore. Alors, il y a aussi tout un contexte de l'époque, cette volonté de décomposer le mouvement en ces phases successives, ce début du XXe siècle, eh bien, elle repose sur un réseau d'influences communes, comme par exemple la dynamogénie, qui est, autrement dit, c'est l'étude du contraste, le rythme et la mesure avec des applications spéciales aux sensations visuelles et auditives. Il y a l'expérimentation aussi photographique de Muybridge, de Marais, l'essor du cinéma, la philosophie de Bergson, un engouement pour les mathématiques et les théories de la quatrième dimension. Et dans le nu descendant l'escalier, eh bien, vous voyez, donc s'emboîtent les différentes positions d'un corps qui semble se déplacer. Dans la peinture cinétique de Duchamp, l'humain eh bien, se mue en mannequin ou en robot, finalement. Alors, quelles sont tes perspectives futures de recherche scientifique? Alors, justement, puisque je viens de dire que nos ressources interactives actuelles sont bénéfiques pour un certain nombre d'étudiants, mais pas pour tous les étudiants, nous souhaitons mieux comprendre les stratégies cognitives et visuelles de nos apprenants. Et c'est une étude en cours. Nous utilisons l'eye tracking ou l'oculométrie pour suivre le regard des étudiants quand ils apprennent une structure anatomique. Ça nous permet de calculer où est-ce qu'ils regardent, où est-ce qu'ils passent le plus de temps, sur quelle région saillante de l'os, par exemple. Est-ce qu'ils font des saccades d'une région à l'autre? Et donc, ce dispositif nous permet d'identifier les stratégies visuelles de nos utilisateurs, notamment de ceux ayant de bons scores en anatomie. Et du coup, par conséquent, nous pourrons proposer des outils plus adaptés pour ceux qui éprouvent des difficultés, mettant par exemple en exergue des zones d'intérêt sur un os ou des zones saillantes afin de guider le regard des étudiants qui se trouvent en plus grande difficulté. Et pour conclure, je vous présente le modèle théorique général de ma recherche. On va partir des sciences cognitives, des théories de l'apprentissage au service donc de la recherche et du développement. À partir de cette science cognitive, nous allons analyser les facteurs de réussite. Là, en l'occurrence, il s'agit de facteurs de réussite en anatomie, mais ce modèle pourrait s'appliquer à la réussite d'un geste chirurgical parce qu'on conduit pas mal d'études sur le geste chirurgical, sur la conception de simulateurs de chirurgie. Une fois on analyse ces facteurs de réussite, on passe dans une phase de conception. Alors là, on a deux conceptions. On a la conception donc d'un prototype, d'un outil numérique, et on a la conception de protocole expérimental. Et en parallèle, on va mener une expérience, même deux expériences. À gauche, c'est l'expérience utilisateur, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure, ce qu'on appelle l'UX, c'est-à-dire dès que nous avons un premier prototype, on va le soumettre à des utilisateurs
Et ça va nous permettre d'avoir un retour très très rapide sur l'ergonomie de l'outil, sur son efficacité, sur la perception, encore une fois, pragmatique, hédonique. Et ceci s'inscrit dans ce qu'on appelle une méthode agile de production, c'est-à-dire on va avoir plusieurs itérations entre utilisateurs, concepteurs, scientifiques, développeurs, pour justement essayer d'améliorer l'outil. Et à droite, en parallèle, on conduit des expériences scientifiques, que ce soit en laboratoire ou des expériences scientifiques plutôt à une échelle écologique. Ces expériences qui prennent plus de temps forcément, même si on s'appuie sur pas mal de résultats qu'on récupère des expériences utilisateurs, ça nous permet de publier et par conséquent, ces publications vont nous permettre donc de faire connaître nos résultats à la communauté scientifique. Ça va nous permettre de mieux comprendre les facteurs de réussite de nos étudiants, mais également de mieux comprendre les théories de l'apprentissage. Et maintenant, je te laisse le mot de fin. Florence, penses-tu que le numérique puisse ériger un modèle de représentation artistique du corps ? Alors, au fil de cette histoire, nous avons constaté le lien très étroit, finalement, entre le scientifique qui ausculte le corps, l'étudie et le comprend, et l'artiste qui le représente, avec, selon les époques, ces deux directions et disciplines qui peuvent être contenues dans un même homme. Aujourd'hui encore, les outils numériques sont développés par des spécialistes infographistes qui ont souvent réalisé un parcours artistique pour servir la recherche anatomique. Tout comme les technologies numériques et robotiques se révèlent une aide précieuse pour étudier et développer l'apprentissage de l'anatomie, elles intéressent aussi les artistes contemporains qui les investissent dans leur création. Et voici pour terminer une expérimentation de portrait génératif, visage en nuage de points, créé par le mouvement d'1 million de particules qui s'assemblent et se désassemblent en temps réel. L'artiste Catherine Icam, pionnière en réalité virtuelle, qui a exposé d'ailleurs récemment à la Galerie W à Paris, dans un parcours réel virtuel, explore le concept de l'identité et de l'apparence à l'âge de l'ère électronique. Le spectateur se voit fragmenté, magnifié au travers de différentes approches, un peu comme tout à l'heure l'avatar que tu nous présentais pour les étudiants. Comme cette artiste Catherine Icam l'exprime avec Louis Fléry, c'est un jeu sur le surgissement et la disparition, une façon de simuler la vulnérabilité grandissante de l'homme au temps de l'apparition d'univers virtuels et de robots de plus en plus humains et autonomes. Voilà, et bien nous vous remercions de votre attention. Merci pour votre attention. Avant d'arrêter le partage d'écran, n'hésitez pas à noter nos adresses mail professionnelles respectives pour de plus amples informations, pour entrer dans plus de détails éventuellement et pour collaborer éventuellement. Maintenant, on va laisser Anne reprendre son micro. Je vais arrêter le partage. Anne, est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat? Non, pas pour l'instant. Donc déjà, un grand merci pour cette présentation qui était très claire. En plus, vous avez tous les deux apporté chacun votre regard et puis en mêlant au fur et à mesure du temps. Donc c'est vraiment intéressant. Alors pour l'instant, je n'ai pas de questions. Je rappelle que dans le chat, vous posez il y en a. Il y en a, je vois. Ah, attends, je ne les ai pas. Alors. Moi, je ne les ai pas. Si tu les as, prends. Alors, je vais vous dire ça. Il y a pas mal d'échanges dans le chat. Bon, moi, j'en ai, mais attends, va chercher. Pourquoi je ne l'ai pas, moi? Alors, c'est pas grave, je vais lire. J'y suis. Il y a une première question. De la part de Hector, bonsoir. Dans l'enseignement anatomique aujourd'hui, ces modélisations en 3D relèvent d'une interprétation tout comme le dessin. Peut-on parler d'objectivité scientifique?
Alors, Florence vient de le dire à la fin de son intervention. Alors, c'est vrai qu'il y a une interprétation parce que les ingénieurs qui développent à nos côtés l'ensemble de ces outils ont des formations, souvent des formations d'artistes. Donc, en fait, ils dessinent bien, ce sont des artistes. Et nous, de notre côté, on essaye d'être les garants scientifiques, bien entendu. On essaye d'apporter la précision scientifique. On se base bien sûr sur les écrits, on se base sur les livres d'anatomie, on se base sur la recherche scientifique, on se base sur la biomécanique, la modélisation des mouvements. On se base sur la dissection, mais c'est vrai que quand on passe commande auprès d'un développeur, il va rester fidèle à la science, mais tout en interprétant plus ou moins à sa façon. Une autre question, ces modélisations en 3D rentrent-elles dans un cadre de collaboration avec des artistes comme dans l'histoire? Effectivement, c'est ce que... Alors, chez nous, à l'université Claude Bernard, ils ont une formation d'artistes, mais quelque part, ces artistes deviennent très, très pointus en anatomie. Donc, c'est des spécialistes de 3D. Il y en a qui sont spécialistes de jeux vidéo, par exemple. Et la collaboration entre anatomistes et artistes, à mon échelle aujourd'hui, se fait comme on le fait là aujourd'hui, avec le Musée des Beaux-Arts, mais également se fait dans le cadre de la danse, avec des danseurs, on fait pas mal d'ateliers, d'analyse fonctionnelle de la motricité dans le cas de la danse. Est-ce que les outils actuels quand même d'imagerie ne permettent pas aussi de tendre vers une certaine objectivité? Alors, l'objectivité, quand on est dans par exemple, dans de la 3D préenregistrée, on essaye d'aller vers une objectivité, mais quand même, il y a toujours une petite touche, il y a toujours un scénario pédagogique imposé par l'enseignant et celui qui fait le développement, il va mettre un fond bleu, il va enlever le fond bleu. En fait, il y a toujours une petite interprétation. Là où on peut être beaucoup plus précis, c'est tout ce qui est anatomie en 3D temps réel. C'est-à-dire quand, comme je l'ai montré dans le cadre du projet Anatomie 2020, là, il y a une capture de mouvement réel et précise qui est reflétée grâce à un mouvement de l'avatar. Donc, il y a toujours une part d'interprétation, mais on essaye d'être quand même le plus fidèle possible à la réalité et à la réalité anatomique, à la réalité biomécanique et à la congruence du mouvement. Je retourne... Alors, il y a une question de la part de Christian Collet. Quelle place donnez-vous à Claude Bernard dans l'ensemble des anatomistes et artistes que vous avez présentés? Sa contribution à une meilleure compréhension de la physiologie humaine est incontestable, et même si l'aspect fonctionnel des systèmes vivants surpasse sans doute la préoccupation structurale chez Claude Bernard. Pourriez-vous situer sa contribution dans cette approche? Alors, très bonne question de la part de Christian. C'est vrai que on s'inscrit dans une continuité de tout ce que Claude Bernard avait fait lors de sa carrière scientifique. Il y a d'ailleurs un musée de Claude Bernard, il faudrait peut-être un jour collaborer avec eux, qui se trouve dans le Beaujolais. Après, j'aurais pas plus d'informations précises à donner par rapport à la place que nous, en tant qu'enseignants d'anatomie aujourd'hui et en tant que les développeurs qui nous accompagnent, quelle place on pourrait donner pour rester dans cette continuité entre ces travaux et les travaux actuels de nos jours. Il y a une autre remarque. Ayant eu le bonheur d'enseigner l'anatomie et ayant vécu la difficulté d'accrocher l'attention des étudiants, je ne peux que vous féliciter pour la mise en place de ces nouveaux outils pédagogiques. Merci pour cette remarque, Franck. Toujours pour toi, Florence, merci pour le décryptage de ces œuvres. Merci pour la qualité de votre conférence. Bon, merci pour tous les compliments. Alors,
Il y en a qui parlent de l'intérêt de l'utilisation de robots pour décomposer les mouvements et la vision spatiale. Effectivement, aujourd'hui, les robots apparaissent vraiment même dans la chirurgie. En chirurgie, aujourd'hui, il y a pas mal d'appels aux robots et à la décomposition de mouvements, à la précision d'un geste. Alors, Maëva Bouchku, selon vous, les outils déployés pour les étudiants pourraient-ils être utiles? Alors, il y a encore d'autres qui écrivent et du coup, je reviens. Est-ce que ça pourrait être utile aux artistes? Bien sûr, ça pourrait être utile aux artistes. Que penses-tu, Florence? Les outils numériques qu'on fait, c'est vrai qu'ils sont conçus pour les étudiants. Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils pourraient aussi servir les artistes? Oui, ben, je pense que certains artistes s'en emparent, effectivement. Voilà, il y avait eu une exposition au Grand Palais en 2018 sur artistes et robots aussi, qui était vraiment dans cette perspective hein, de l'artiste qui s'empare de cette image, une nouvelle image mimésis finalement, imitation, mais à la fois qui va générer elle-même d'autres possibles, d'autres apparences, d'autres formes de l'humain. Encore une question de Maëva Bouchu. Quel sera l'avenir de l'apprentissage de l'anatomie selon vous? La réalité immersive augmentée pourrait être une réponse. Effectivement, Maëva, c'est une très très bonne question. C'est l'avenir en ce qui concerne mes perspectives scientifiques. Mais comme tout développement, il va falloir passer du temps pour développer les outils. Il va falloir passer du temps également pour valider ces outils. Et d'ailleurs, j'ai déposé pas mal de projets, de demandes de financement pour développer des outils en réalité augmentée, réalité virtuelle, mais également réalité mixte. Et je pense que ces outils-là permettent une immersion totale et cette immersion pourrait faciliter l'appel à ce que j'ai décrit tout à l'heure comme l'embodiment, la cognition incarnée. Et donc, j'espère que ces outils pourraient améliorer l'apprentissage. D'ailleurs, c'est très, très utilisé en rééducation fonctionnelle. La réalité virtuelle aujourd'hui est également utilisée pour l'apprentissage de gestes chirurgicaux. Je reviens au chat de la part de Régis. Pensez-vous qu'une application dans l'enseignement médical sera effective à court et moyen terme? Oui, effectivement, Régis avait également commenté qu'il avait appris l'anatomie avec la Target Testu et donc oui, effectivement, il y a déjà pas mal d'applications. Aujourd'hui, il y a pas mal de simulateurs. On parle de simulateurs haute fidélité pour apprendre la chirurgie. Il y a des simulateurs basse fidélité. Il y a également certains développements. Je pense à un projet porté à Poitiers qui s'appelle SimLife, qui combine le numérique avec le travail sur cadavres. C'est des cadavres frais. Et donc, aujourd'hui, effectivement, le numérique vient nous aider à développer de nouvelles applications pour un meilleur apprentissage des gestes médicaux, des gestes chirurgicaux, mais également la 3D nous permet d'améliorer la rééducation et la prise en charge des patients. Il y a même des jeux vidéo aujourd'hui pour l'empathie, des jeux vidéo qui permettent aux professionnels de santé d'être plus empathiques et donc d'être un peu mieux à l'écoute de leurs patients. Alors, Hector, merci pour vos réponses. J'étudie actuellement dans le cadre d'un mémoire de recherche cette corrélation de l'art et de la médecine par le biais des traités d'anatomie du XVIIe, XVIIIe siècle. Des œuvres au Musée des Beaux-Arts témoignent-elles de cet enseignement de cette époque? Alors, tu pourras répondre un peu plus que moi, Florence. Oui, alors je pense qu'il faudrait faire des recherches plus approfondies là sur l'ensemble des œuvres du musée, quoi, de la période que vous étudiez. Voilà, c'est vrai qu'on a choisi là de montrer ce soir des œuvres emblématiques, hein, les leçons d'anatomie. On pourrait peut-être, si vous voulez, on pourra échanger plus tard sur ce sujet pour vraiment approfondir la collection des œuvres du musée.
Alors, il y a une question de Patrice Filiou qui me demande: merci pour cette présentation intéressante, merci à vous pour ce retour. Suivez-vous le sujet des deepfakes, c'est-à-dire remplacement, voire création de visages par intelligence artificielle? Si oui, considérez-vous cela comme une représentation artistique, une utilisation de l'anatomie ou plutôt un simple jouet technologique? Alors, personnellement, je ne travaille pas dessus, donc je ne pourrais pas vous répondre avec beaucoup de précision. Une chose qu'on fait qui touche un tout petit peu à l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'analyse de traces. Donc, en gros, la technologie ou les technologies de l'intelligence artificielle nous permet de récolter les traces des apprenants grâce à nos outils numériques. Et en analysant ces traces, on pourrait avoir des profils d'étudiants et par conséquent, leur proposer d'une façon automatisée des exercices et personnalisés. Donc là, on personnalise l'enseignement supérieur grâce à l'intelligence artificielle. Après, mais là, ça sort de mon expertise. C'est un jouet technologique, j'ai envie de dire que pas forcément, parce qu'aujourd'hui, ces technologies-là sont utilisées en archéologie, par exemple, pour reconstituer les visages de nos ancêtres. Donc, je sais que c'est une technologie assez utilisée, mais moi, personnellement, pas encore. Marie Chambion-Diaz qui nous pose la question suivante: est-ce que vous pensez que dessiner les structures anatomiques, squelettes, muscles, etc., peut être utile dans l'apprentissage de l'anatomie? Bien sûr, Marie, c'est très, très utile. Donc, moi, je ne propose pas un outil qui va remplacer les outils plus traditionnels. Je propose tout simplement un complément. Je propose un outil qui va juste compléter ce qu'on sait faire, et le dessin est extrêmement important. D'ailleurs, dans une des études que je viens de présenter, on a démontré que bouger, que danser, qu'exécuter des mouvements était bénéfique. Donc ça, c'était une étude qui ne faisait pas forcément appel à la 3D. Et pareil, je pense qu'une étude qui démontre qu'une observation passive d'animation 3D versus un groupe qui dessine, qui manipule des squelettes, trouvera plutôt des résultats en faveur de cette manipulation-là. Encore une fois, là, on fait appel à la théorie de la condition incarnée. Elsa Chigné, que ces lois mon anatomie apprises autour des années 50-60, je comprends mieux l'exigence des cursus maths pour étudier la médecine actuelle. Effectivement, aujourd'hui, les mathématiques pourraient nous aider énormément dans le développement de plusieurs applications, et donc il y a beaucoup d'interdisciplinarité. Et finalement, c'est la dernière question de Marie, encore une fois: est-ce que vous pensez que dessiner... Ah non, c'est la même. Eh bien, c'est la même, j'ai répondu. C'était 2 fois la même question. En tout cas, on a répondu à l'ensemble des questions. Anne, tu veux compléter? Ah ben moi, j'en avais plein, mais je vais juste en poser une à chacun. La première, alors plutôt peut-être sur l'histoire. Vous avez parlé de la dissection, donc qui est apparue plus tard, en fait, assez tardivement, en fait. Est-ce que, alors c'est une question complètement par curiosité, est-ce que la dissection dans les cultes antiques était interdite? Et est-ce que du coup, c'est pour ça qu'ils ne la pratiquaient pas, pour essayer de faire leur représentation ou pas? Dans la période antique. Ouais, les Grecs et Égypte. Il y en avait. Ouais, il y en avait déjà. Il y a peu de traces. C'est ce qu'on disait par rapport à l'ère d'Alexandrie. Donc malheureusement, il n'y a plus de traces donc de la bibliothèque d'Alexandrie. Il y a eu des dissections. Après, on est passé à des dissections animales. Après, c'était interdit. Et après, avec la Renaissance, l'Église a de nouveau autorisé les dissections. Et ma deuxième question, c'est par rapport à tout ce que tu as présenté sur l'utilisation de la vision 3D, la techno en temps réel. Est-ce que ça peut être aussi utilisé, par exemple, pour des soins en ligne ou des consultations en ligne pour le médical, en fait? Parce qu'on pourrait imaginer que la personne, voyant son mouvement, elle sait ce qu'elle a et peut améliorer ça.
Est-ce que ça existe aujourd'hui, donc en mars 2021? Je ne pourrais pas répondre avec précision. En revanche, lors du premier confinement l'année dernière, ça n'existait pas parce que j'avais fait une revue de la littérature assez rapide parce que j'avais déposé justement un projet pour développer la réalité virtuelle et son utilisation à distance dans la prise en charge des patients. Bon, le projet n'a pas été financé, mais je vais retenter. Donc, c'est un sujet d'actualité. Je pense que nous sommes nombreux aujourd'hui à vouloir développer ce type d'outils. Ok, ben merci en tout cas à tous les deux pour toute cette clarté. Alors j'ai remis vos mails, certains ont demandé votre mail, donc voilà, je l'ai remis dans le chat. Et ben merci beaucoup. Et juste pour finir, peut-être que, alors je l'aurais dû le dire plus tôt parce que certains sont partis, mais on essaiera peut-être d'organiser une visite virtuelle, c'est-à-dire en temps réel avec les deux orateurs dans le musée, pour vous permettre d'observer des œuvres et avec eux et partager ça face aux œuvres d'art. Voilà. Donc, suivez l'actualité sur l'Université ouverte et sur le Musée des Beaux-Arts. Voilà, vous serez informés. Eh bien, merci et bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir. Salut, au revoir.